Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du cycle de Carnot, qui est un cycle très classique quand on étudie les machines thermiques, et en particulier les moteurs. Le cycle de Carnot se découpe en 4 phases. La première phase de 1 à 2, c'est une détente isotherme à la température Tc qui correspondra à l'échange avec la source chaude, Qc. De 2 à 3, on a une détente adiabatique réversible pour amener à la température Tf, qui est la température de la source froide. De 3 à 4, on a une compression isotherme, cette fois-ci, à la température Tf, qui correspondra aux échanges QF avec la source froide. Et enfin, de 4 à 1, on a une compression adiabatique réversible pour revenir à la température Tc. Bien évidemment, on part de 1, on revient à 1, puisqu'on étudie un cycle, puisque tous les moteurs fonctionnent selon des cycles. Et donc, on va étudier, faire l'étude classique du cycle de Carnot, à savoir tracer déjà ce cycle dans le diagramme de Clapeyron, le diagramme PV. Ensuite, on calculera le rendement de ce cycle, et on montrera que le rendement est égal au rendement maximal, qui s'appelle justement le rendement de Carnot, qui correspond au rendement qu'on a dans un cycle de Carnot. Alors, on va faire d'abord un petit rappel sur le moteur. Donc, quand on a un moteur, que je représente comme ça, il va y avoir des échanges avec une source chaude que je vais appeler SC pour source chaude, et des échanges avec une source froide que je vais appeler SF pour source froide. Bien évidemment, toutes les machines thermiques fonctionnent comme ça, avec une source chaude et une source froide, et puis des échanges de travail avec l'extérieur. Dans le cas d'un moteur, on a le moteur qui va prendre de l'énergie de la source chaude, donc on a QC qui va être positif puisqu'il va prendre de l'énergie, il va gagner de l'énergie, et il va redonner cette énergie sous deux formes, déjà sous forme thermique à la source froide, donc on aura un QF qui cette fois-ci sera négatif, puisque le moteur va donner à la source froide, et le moteur va également tourner, généralement on a l'arbre du moteur qui tourne vers l'extérieur, et donc on aura un W qui ici sera négatif, puisque le moteur va donner un travail à l'extérieur, un travail physique. Et donc, à ce moment-là, on a le principe général du moteur. Maintenant, ici, on a le QC et le QF, on nous dit que ça correspond au 1 à 2 et de 3 à 4, et on va représenter tout ça dans le diagramme de Clapeyron, afin de faciliter les calculs par la suite. Donc le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire le diagramme PV, donc on a le P en ordonnée et le V en abscisse, donc la pression et le volume. Et on part de 1, alors on va partir d'ici, ça faut le savoir, on pourrait partir de là, mais comme ça va être en bas à droite, du coup vaut mieux partir du haut à gauche. Et on commence par une détente isotherme à la température Tc. Alors quand on est isotherme, à quoi va correspondre la courbe dans le diagramme PV. Ici, on sait que pour un moteur, on utilise un gaz parfait, ça c'était donné dans l'énoncé. Donc si on a un gaz parfait, on a PV qui est égal à nRT. Moi, je veux le lien entre le P et le V qui sont ici, et on nous dit qu'on est isotherme, c'est-à-dire à température constante, donc température Tc. Et donc, bien sûr, pour trouver la forme de la courbe, il faut que j'isole le Y en fonction du X, c'est-à-dire le P en fonction du V. Et donc si j'isole le P, ça fait P égale nRTC divisé par V. Et donc là, si le P je le remplace par Y et que le V je le remplace par X, puisque j'ai ici X et ici Y, le nRTC est une constante puisque la température est constante et que nR ce sont des constantes, et donc que je peux noter petit a. J'ai donc y égale 1 sur x qui correspond à une fonction inverse, c'est-à-dire que la fonction inverse, qui de manière générale est comme ça c'est la fonction 1 sur x, bah ici je vais avoir de la même manière quelque chose qui va être comme ça. Alors, comment on sait que la courbe descend et qu'elle ne monte pas? Parce qu'on pourrait très bien avoir une courbe qui, au contraire, part par exemple d'ici, et remonte dans ce sens-là. C'est tout à fait possible. Là, j'ai aussi la fonction inverse. C'est juste que je suis parti ici et je suis remonté. Et bien ici, on nous dit que c'est une détente isotherme. C'est quoi le principe d'une détente? Le principe d'une détente, c'est que la pression du gaz diminue parce que le volume augmente. C'est comme si on avait, par exemple, un gaz qui est comprimé dans cet espace-là. Et bien, au cours de la détente, à la fin de la détente, on aura le volume qui aura augmenté et donc la pression qui aura diminué. Et donc on voit bien qu'en faisant ça, donc en allant vers la droite, on a le volume qui augmente et la pression qui diminue. Et donc ça veut dire que je vais dans ce sens-là. Et donc j'ai la deuxième étape qui est ici.
Maintenant, la deuxième étape, c'est de 2 à 3, c'est la détente adiabatique réversible. Alors, la détente adiabatique réversible, on sait que quand on est adiabatique réversible, on est isentropique, et on peut utiliser à ce moment-là les lois de Laplace, qui sont PV puissance gamma égale constante. Ça, c'est formule de Laplace pour les adiabatiques réversibles, que ce soit la détente ou la compression, ce sera pareil. Et donc, si j'isole pareil le P, ça fait P égale K sur V puissance gamma. Et donc je retrouve le même style de fonction, fonction inverse, hein, P égale une constante sur V puissance gamma, sauf que tout à l'heure j'avais la fonction inverse K sur V, ici j'ai V puissance gamma avec le gamma qui est plus grand que 1, c'est-à-dire j'ai quelques taux du type par exemple K sur V carré ou V puissance cube, etc. C'est-à-dire c'est le même type de fonction que la fonction inverse, mais en plus prononcé au niveau de la courbe. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui va être comme ça, beaucoup plus prononcé au niveau de la pente. Bien sûr, toujours diminué, puisque ici, encore une fois, j'ai une détente, donc détente, la pression diminue et le volume augmente. Alors, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que comme ici, on avait la détente isotherme, je peux rajouter ici que ça correspond à TC, ou je peux mettre QC aussi. Comme ça, on voit bien aussi sur le graphe. Et par contre, ici, pour la détente adiabatique réversible, là, la température va changer, donc je ne mets rien. Ensuite, pour la compression isotherme, donc la compression isotherme, ça va être l'inverse de la détente isotherme, donc je ne vais pas tout refaire. Comme c'est isotherme, ça va être le même type d'angle, avec la même courbe, sauf que maintenant, je suis sur une compression, donc ça veut dire que je reviens dans l'autre sens, puisque cette fois-ci, une compression, le volume diminue et la pression augmente. Et donc, j'ai le quatrième état qui est là. Et enfin, quatrième étape, la compression adiabatique réversible. Encore une fois, c'est l'inverse de 2 à 3, parce que j'avais une détente adiabatique réversible, mais j'ai toujours le même style d'égalité ici. Et donc, je vais revenir, mais en étant beaucoup plus pentu que la compression isotherme ici. Donc j'ai quelque chose qui monte beaucoup plus rapidement, comme le de 2 à 3. Donc voilà ce que ça donne dans le diagramme de Clapeyron. Et donc maintenant, ce qu'on peut mettre, c'est que 2, 3, 4 ici, c'est à la température TF, parce que là j'ai mon isotherme TF. Et je parcours bien le cycle dans le sens horaire. Et quand c'est parcouru dans le sens horaire, je sais à ce moment-là que le W est négatif, ce qui est tout à fait logique, puisque j'ai un travail, on l'a dit, qui est négatif. Donc ça c'est pour la première partie, la partie tracée. Et donc on a le travail qui correspond à l'air à l'intérieur. Alors pour après calculer le rendement, ça ne va pas être très intéressant de garder le diagramme. Ce qui va être intéressant, c'est de faire les calculs. Donc on va enlever le diagramme et on va écrire les différents calculs qui vont nous permettre de calculer le rendement. Alors pour calculer le rendement, on va déjà regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des différentes étapes, l'étape 1, 2, 3 et 4, au niveau du delta U, du W et du Q. Nous, ce qu'on sait, c'est que sur chaque étape, on a delta U égale W plus Q, ça c'est d'après le premier principe de la thermodynamique. Donc si je fais par exemple de 1 à 2, j'aurai delta U de 1 à 2 qui vaut W de 1 à 2 plus Q de 1 à 2. Et bien sûr, pareil pour 2, 3, pour 3, 4 et pour 4, 1. Alors, ici, qu'est-ce que ça donne pour delta U pour le 1 de 1 à 2? Eh bien, j'ai une détente isotherme, et je sais que quand c'est isotherme, j'ai delta U égale 0, puisque delta U c'est CV delta T, et donc, comme le delta T vaut 0, le delta U vaut 0. Donc ici, pour le delta U, j'ai 0, alors attention que pour 1 à 2, puisque ça correspond à une détente isotherme. Maintenant, W1 à 2, on sait que ça, c'est moins l'intégrale de PDV, d'accord? Donc à la température TC, donc ça on va voir après pour le calcul. Et Q12, on sait que c'est égal à QC, puisque on nous disait que comme c'est au niveau de l'échange de température constante TC, ça correspond à l'échange avec la source chaude. Maintenant, comment calculer ce moins PDV? Eh bien, on va tout simplement, alors déjà je vais le passer à gauche, comme ça ce sera plus simple, donc ça fait l'intégrale de PDV, sauf que le P, il faut que je le remplace, parce que le P n'est pas constant, c'est la température qui est constante. Donc le P, je vais le remplacer avec nRT sur V, puisque je sais que, comme c'est un gaz parfait, j'ai PV qui est égal à nRT, et donc je peux remplacer P par nRT sur V. Bien sûr, comme je suis à température constante isotherme TC, eh bien, je rajoute TC.
Et c'est quoi les variables d'intégration? Bah, c'est de V1 à V2, puisque comme je vais de 1 à 2, je passe du volume 1 à volume 2. Et là maintenant, je vois que ça va être facile à calculer cette intégrale. À droite, j'ai toujours bien sûr le QC. Parce que là, je peux sortir le NRTC, puisque tout ça c'est des constantes, puisque la température TC est constante, et donc j'ai l'intégrale de dV sur V qui est égale à QC. Maintenant, je peux faire la primitive. La primitive de dV sur V, je sais que ça me donne du ln de V. Alors normalement, valeur absolue, mais bien évidemment ici, tout est positif. Donc de V1 à V2. Et donc, ça me donne NRTC, ln, alors non, c'est ln de V2 moins ln de V1, et ln de V2 moins ln de V1. Je sais que c'est égal à ln de V2 sur V1. Donc voilà ce que je trouve comme expression pour QC, je trouve NRTC ln de V2 sur V1. Donc je vais le réécrire ici, comme ça on va le garder en mémoire. J'ai QC qui est égal à NRTC ln de V2 sur V1. Alors ça on le sait hein, d'après le cours que de toute façon quand on a quelque chose d'isotherme, ça c'est le calcul classique pour W, on trouve du ln puisqu'on trouve du dV sur V. Et donc ici ça me donne ln de V2 sur V1. Puisque, attention, il y avait un moins, hein, que quand j'ai passé de l'autre côté, le moins a disparu. Alors, puisque j'ai fait ça, après je dis, bah, j'ai fait de 1 à 2, donc je peux faire de 2 à 3, sauf que on va faire un peu plus intelligemment en faisant directement de 3 à 4. Pourquoi? Parce que de 3 à 4, on a cette fois-ci une compression isotherme. Mais une compression isotherme, ça revient strictement à la même chose qu'une détente isotherme. C'est juste que là, cette fois-ci, la pression, comme on a vu sur le diagramme de Clapeyron, va augmenter et non pas diminuer. Et le volume va diminuer et non pas augmenter. Mais par contre, au niveau des calculs que je viens de faire, à aucun moment, j'ai utilisé le fait que j'avais une détente ou une compression. J'ai surtout utilisé le fait que c'était isotherme. Et donc, bien évidemment, je peux refaire la même démonstration, je ne vais pas tout refaire. Et donc, on retrouverait le même calcul, et donc le même résultat final, qui est que QF est égal à NR, mais cette fois-ci TF, puisque ça se passe à la température TF, fois ln. Alors ici, comme je vais de 3 à 4, eh bien j'ai V4 sur V3, puisque on voit que tout à l'heure j'avais V2 sur V1, puisque je passe de 1 à 2, donc si je passe de 3 à 4, j'aurai V4 sur V3. Bien évidemment, hein, quand on est en contrôle, en colle ou autre, on peut mettre directement ça en expliquant bien que de la même manière que de 1 à 2, eh bien, on obtiendrait ce résultat-là. Maintenant, on va passer aux adiabatiques réversibles. Bien évidemment, là aussi, on va faire le calcul pour l'adiabatique réversible de 2 à 3, et puis on fera, par analogie, celle de 4 à 1. Comme ça, on n'aura qu'un seul calcul à faire. Alors, quand on a une adiabatique réversible, on peut utiliser ce qu'on appelle les formules de Laplace, qui est que P fois V puissance gamma égale constante. Alors ça, c'est la plus connue, mais bien sûr, là j'ai exprimé en fonction de P et V, mais on peut l'exprimer aussi en fonction de P et T ou de T et V. Ici, on va l'exprimer plutôt en fonction de T et V, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les températures, parce que j'ai TF et TC, et ici, ce que j'ai dans le QC et le QF, c'est le volume. Donc là, j'ai des volumes, là j'ai des températures, donc moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est les températures et les volumes. Là, ce n'est pas le cas, parce que j'ai la pression, et donc la pression, je vais la remplacer par nRT sur V, puisque, encore une fois, c'est un gaz parfait. Je vois que j'ai T ici, et là j'ai V puissance gamma moins 1, puisque V puissance gamma sur V, ça fait V puissance gamma moins 1. Et le NR, c'est une constante que je peux passer de l'autre côté, donc ça fait K sur NR, ça fait un K', c'est une autre constante qui correspond à K sur NR. Bon, on s'en fout, hein, ce qui est important, c'est d'avoir une constante, et après, s'il y a plusieurs constantes, on les regroupe. Donc là, j'ai T fois V puissance gamma moins 1 qui est égal à une constante. Alors attention, bien sûr, ça c'est uniquement parce que je suis dans le cas adiabatique réversible. Il faut bien justifier que qu'on a le droit d'utiliser la formule de Laplace parce qu'on est dans le cas adiabatique réversible. Et comme je vais de 2 à 3, eh bien ça veut dire que T2 fois V2 puissance gamma moins 1 est égal à T3 fois V3 puissance gamma moins 1. C'est le but de cette formule, hein, c'est que quand on dit T fois V puissance gamma moins 1 égale constante, ça veut dire que ce que j'avais au début, donc au niveau du 2, T2 V2 puissance gamma moins 1, c'est la même chose qu'à la fin, c'est-à-dire avec D3. Donc T3 fois V3 puissance gamma moins 1. Maintenant, si je fais la même chose pour la compression, cette fois-ci adiabatique réversible
de 4 à 1, j'ai le droit, puisque, encore une fois, à aucun moment je n'utilisais ici que c'était une détente. J'ai utilisé uniquement le fait que c'était adiabatique réversible. Là, c'est aussi le cas, et donc je peux mettre de la même manière que T1, bon, on va commencer par T4, ça sera plus simple. T4 fois V4 puissance gamma moins 1 est égal à T1 fois V1 puissance gamma moins 1. On peut mettre les T1, enfin les 1 à gauche et les 4 à droite, ça revient strictement au même, parce que c'est une égalité. Ici, comme je vais de 2 à 3, j'ai mis le début ici, la fin là, et là je vais de 4 à 1, donc j'ai mis le début ici, la fin là, mais bien évidemment, on peut faire ce que l'on veut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement diviser l'une par l'autre, les deux égalités. Alors, pour séparer les deux égalités, il faut d'abord remplacer les températures. Parce que moi, ce que je sais, c'est que comme j'avais une détente isotherme TC de 1 à 2, ça veut dire que le T1 correspond à TC et que le T2 correspond aussi à TC. Alors là, comme ça en diagonale, ce qu'on va faire justement, c'est plutôt d'inverser ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'écrire les T1 à gauche et les T4 à droite, comme ça, ici. Si je mets TC, et bien après en faisant l'un sur l'autre, je vois que ça s'annule. De la même manière, de 3 à 4, j'avais une compression isotherme, donc ça veut dire que T4 et T3 sont égaux, tous les deux, à TF. Donc finalement, j'obtiens cette égalité, qui correspond finalement à tout simplement la formule de Laplace, mais en remplaçant les températures, soit par TC, soit par TF, selon qu'on est de 1 à 2 ou de 4 à 1. Donc maintenant, si je fais ça divisé par ça, ce sera égal à ça divisé par ça. Donc si je fais ça divisé par ça, les TC, bien sûr, vont s'annuler. Donc j'aurai V1 puissance gamma moins 1 sur V2 puissance gamma moins 1, qui est égal à ça sur ça. Là, cette fois-ci, c'est les TF qui vont s'annuler. Donc je vais avoir V4 puissance gamma moins 1 divisé par V3 puissance gamma moins 1. J'en déduis donc, ça maintenant, je vais pouvoir l'enlever, parce que là j'ai regroupé les deux égalités, maintenant c'est uniquement cette égalité regroupée qui va m'intéresser. Je vois que je peux regrouper les puissances gamma moins 1, donc ça fait que V2 sur V2, le tout puissance gamma moins 1 est égal à V4 sur V3, le tout puissance gamma moins 1. Et là, en passant au ln et puis en simplifiant les ln, eh bien je pourrais montrer très facilement qu'on peut enlever les puissances, et donc je le fais directement, je ne vais pas refaire la démonstration, c'est plutôt simple, que V1 sur V2 est égal à V4 sur V3, en enlevant les puissances tout simplement. Alors quel est l'intérêt d'avoir ce rapport de volume? C'est que ce rapport de volume, finalement, je l'ai à ce niveau-là. Et donc, je vais pouvoir réinjecter ce rapport de volume dans le QF et le QC. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, mes deux égalités ici, elles sont séparées. Donc il va falloir que je les regroupe. Et pour les regrouper, on va faire exactement la même chose que ce que je viens de faire avec les deux autres égalités, c'est-à-dire on va faire l'une divisée par l'autre. C'est-à-dire que je vais calculer QF sur QC, ou QC sur QF, après c'est vous qui voyez, ça revient strictement au même. Et donc QF sur QC, ça vaut NRTF ln de V4 sur V3, ça c'est ce que j'ai ici. Et le QC, c'est ça, c'est-à-dire NRTC fois ln de V2 sur V1. Je vois que les NR se simplifient, ça c'est parfait. Donc il me reste ici TF sur TC. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ln de V4 sur V3, ça tombe bien, V4 sur V3 c'est V1 sur V2. Donc je vais remplacer V4 sur V3 par V1 sur V2. Donc là, j'ai ln de V1 sur V2. Et en dessous, j'ai quoi? J'ai ln de V2 sur V1. Alors, je sais que si je mets un moins devant, j'inverse, c'est-à-dire que le ln de V2 sur V1, je vais l'écrire moins ln de V1 sur V2. Et je vais l'écrire sous cette forme-là pour pouvoir simplifier, bien évidemment, les ln. Et donc, maintenant, si je simplifie les ln, il me reste par contre, attention, le moins du dessous, que je peux mettre ici. Donc ça me donne moins TF sur TC. Et j'ai donc QF sur QC, qui est égal à moins TF sur TC. Donc ça, c'est une égalité quand même très intéressante, puisque ça relie l'échange de chaleur avec la source froide et la source chaude. Alors qu'est-ce qu'on voit d'intéressant aussi? C'est que j'ai finalement un résultat qui est négatif. Pourquoi j'ai un résultat qui est négatif? Parce qu'on a vu tout à l'heure que le QC était positif et le QF est négatif, donc le quotient des deux sera négatif. Et par contre ici, j'ai des températures qui sont positives, mais avec le moins c'est négatif, et donc en effet j'ai bien quelque chose de négatif ici, et quelque chose de négatif
à ce niveau-là. Maintenant, il faut quand même répondre à la question qui est de calculer le rendement. Et donc le rendement, dans le cas d'un moteur, parce que ici attention c'est un moteur, je sais que c'est l'énergie utile sur l'énergie dépensée. L'énergie utile, ce qui m'intéresse, c'est le travail, donc ça va être W, mais attention, on a vu que le W était négatif, donc ça fera moins W. Parce que bien évidemment, le but d'un moteur, c'est de faire c'est le travail qu'il y a en sortie, le travail mécanique, donc moins W, parce que W est négatif. Et ce qui coûte, c'est bien évidemment le QC, la source chaude, puisque le QF est là finalement uniquement pour les échanges thermiques, pour que l'énergie se perde, mais ce qui va coûter, c'est le QC. Alors maintenant, il va falloir trouver le lien entre le W et puis le QC. Et ce qu'on sait d'après le premier principe, si on fait sur tout le cycle, donc là, si on fait sur tout le cycle, on sait que delta U égale Q plus W. Mais comme on est sur un cycle, eh bien ce delta U est égal à 0, puisque si on est sur un cycle comme ça, comme dans le diagramme de Clapeyron, eh bien j'ai le U final et le U initial qui sont les mêmes, puisque je reviens au point de départ, donc j'ai delta U qui vaut 0. Sur un cycle, on sait que tout ce qui est delta, soit delta T, delta P, delta V, etc., tout est égal à 0. Et donc j'en déduis que j'ai Q qui est égal à moins W. Avec ce Q que je peux développer en QC plus QF, puisqu'on a vu qu'il y avait des échanges thermiques, les seuls qu'il y a, c'est QC et le QF. Et donc, finalement, le moins W, je peux le remplacer par QC plus QF. Donc le moins W, c'est pour ça que j'ai passé le W à droite, non pas le Q, parce que j'avais moins W. Donc le moins W, je sais que c'est QC plus QF divisé par QC. Voilà. Et là, je vais pouvoir séparer en deux, en disant que c'est QC sur QC, c'est-à-dire 1, plus QF sur QC. Je sépare ma fraction en deux. Et là, j'ai fait apparaître QF sur QC, et QF sur QC, ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut moins TF sur TC, donc là, je remplace, ça fait 1 moins TF sur TC. Et donc, j'ai le rendement d'un moteur, enfin de mon moteur dans le cas d'un cycle de Carnot, qui est égal à 1 moins TF sur TC. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rendement Carnot, qui correspond au rendement maximal d'un moteur. Alors, justement, on va montrer pourquoi est-ce que ce rendement, finalement, c'est le rendement maximal que l'on peut avoir dans le cadre d'un moteur. Donc pour ça, il va falloir repartir du début. Donc là, je vais remettre que état est égal à 1 moins TF sur TC. Et donc maintenant, la question, c'est de montrer que ce rendement est le rendement maximal et qu'un moteur ne peut pas avoir un rendement supérieur. Donc comment va-t-on faire pour retrouver ça? Alors déjà, on ne va pas refaire toute la démonstration, on va directement aller à ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire que état égale 1 plus QF sur QC. Ça, on vient de le montrer il y a 2 minutes. Ça, c'est vrai pour tous les moteurs, puisque ça, c'est toujours moins W sur QC, et donc avec le moins W qui vaut QF plus QC, donc on a forcément toujours cette expression pour un moteur. Maintenant, pourquoi est-ce que le maximum, ça correspond à ça? Parce que si maintenant on applique le deuxième principe, je rappelle que c'est la variation d'entropie, donc delta S, qui est égal à S échangé plus S créé, c'est-à-dire l'entropie créée. À ce moment-là, on va d'abord calculer le S échangé, puis après on parlera du S créé. Que vaut le S échangé? Eh bien le S échangé, on sait que c'est égal à l'intégrale de delta Q sur T, d'accord? Mais attention, ici j'avais deux Q, le QC et le QF. Donc là, ça va être le delta Q sur T pour la source chaude, plus le delta Q sur T, mais pour la source froide. Et pourquoi il n'y a pas de les autres? Parce que là, on sait que c'est adiabatique, et adiabatique, ça veut dire que Q égale à 0. Donc ça veut dire que les seuls échanges thermiques que j'ai, c'est de 1 à 2 et de 3 à 4, qui correspondent du coup à la source chaude et la source froide. Mais comme ces deux échanges se font à température constante TF et TC, ici c'est TC et ici c'est TF, le TC, bien sûr, je peux le sortir devant, puisqu'il est constant. Donc ça me fait l'intégrale sur cette delta Q, et l'intégrale sur cette delta Q, ça fait Q, mais qui correspond à QC, puisque c'est avec la source chaude. Et donc de la même manière, ici, ça va me donner QF sur TF. Donc le S échangé est égal à QC sur TC plus QF sur TF. À ce moment-là, on a deux cas. Le cas où
le cycle est réversible et le cas où le cycle est irréversible. Donc ça c'est bon, on l'a en tête, on va pouvoir le garder. Et donc on va faire deux cas. Le premier cas, c'est le cas où c'est réversible. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est réversible? Ça veut dire que le S créé est égal à 0. Il n'y a pas d'entropie qui est créée. À ce moment-là, j'ai delta S qui vaut S échangé, sauf que delta S égale 0, parce qu'encore une fois, on est sur un cycle, et si on est sur un cycle, tous les deltas valent 0. Et donc, j'ai QC sur TC plus QF sur TF qui est égal à 0, parce que ça, on a vu que c'était le S échangé. Et donc, si je passe à droite, j'ai QC, on va plutôt mettre comme ça, j'ai QF sur TF qui est égal à moins QC sur TC. Et donc, j'ai QF sur QC qui est égal à moins TF sur TC. Et puisque QF sur QC égale moins TF sur TC, et ben je vois que j'arrive sur le rendement de Carnot. Donc ça veut dire que si c'est réversible, je trouve que le rendement, le rendement, oui, est égal au rendement de Carnot. Maintenant, deuxième cas, donc là on va mettre, hop, deuxième cas, si par contre c'est irréversible. Si c'est irréversible, à ce moment-là j'ai le S créé qui est strictement positif. Mais j'ai toujours bien sûr le S échangé, enfin delta S qui vaut toujours S échangé plus S créé, mais qui est toujours égal à 0, puisque delta S est toujours égal à 0. Ce qui fait maintenant que S échangé, donc ce truc-là, donc ce que j'ai écrit ici, est égal à moins S créé. Mais moins S créé, c'est strictement négatif, puisque le S créé est strictement positif. Avec le moins, c'est strictement négatif. Ce qui fait que là, ça devient strictement, et ici aussi strictement. Donc j'ai QF sur QC qui est strictement inférieur à TF sur TC, et donc j'ai 1 plus QF sur QC qui est strictement inférieur à 1 moins TF sur TC. C'est-à-dire que dans le premier cas, quand c'est réversible, j'ai le rendement qui est égal à 1 moins TF pour TC. Par contre, dans le deuxième cas où c'est irréversible, j'ai le rendement qui est strictement inférieur à 1 moins TF sur TC. Ce qui montre bien que ce rendement est le rendement maximum. Dans le cas où, enfin qui n'est atteint que dans le cas où le cycle est réversible et qui correspond du coup au cycle de Carnot. Donc voilà, ça c'est une démonstration assez classique qu'il faut vraiment connaître, qui peut être demandée justement dans ce cadre de l'étude du cycle de Carnot, puisque comme on le voit, le rendement d'un cycle de Carnot correspond au rendement maximal, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça le cycle de Carnot, et donc comme on le voit, avec le deuxième principe, eh bien, on arrive à montrer que le rendement d'un moteur maximal est égal à 1 moins TF sur TC, qui correspond au rendement d'un cycle de Carnot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description pour l'annoncer l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les moteurs. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.